Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Pour moi, je suis une afropéenne. Donc, avant tout, une femme noire française qui habite en Angleterre. Je mets l'accent sur, noire et française, parce que c'est ça par lequel je me définis avant, mais je suis aussi anglaise, parce que du coup, maintenant, quand je rentre en France, je suis plus totalement française. Bon, même ici, il y a encore des trucs que je capte pas, parce que, par exemple, toutes les références de quand ils étaient enfants, toi, tu connais pas, quoi. Donc, Club Dorothée et compagnie, ça va avoir un autre nom. Donc, c'est vraiment, moi, je me définis comme afropéenne, bon, même si le UK n'est plus dans l'Europe. Et en fait, je pense que c'est quand la transmission arrive que ce genre de questions identitaires, en fait, arrive un peu plus au niveau personnel, aussi au niveau du couple. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast des Français partis vivre à l'étranger. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely, je suis basée à Boston, sur la côte nord-est américaine, et aujourd'hui nous prenons la direction de l'Europe, et non pas de l'Union européenne, puisque nous partons à Londres, en compagnie de Nelly. Française d'origine togolaise, Nelly nous raconte sa découverte de l'ailleurs pendant ses études en école de commerce, il y a une dizaine d'années, et comment, à force de détermination, elle s'est installée de manière durable en Angleterre, alors qu'initialement elle était partie pour 1 an ou 2, grand max. Ensemble, on discute aussi du Brexit et de comment sa vie à l'étranger lui a permis d'affirmer plus encore sa triple culture avec assurance. Avant de vous livrer ma conversation avec Nelly, n'oubliez pas que je vous retrouve à la toute fin de cet épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Allez, ceinture, direction Londres. We are now approaching London Victoria, our final destination. Thank you for travelling with Southern. Please remember to take all your belongings with you when you leave the train. Je m'appelle Nelly, je suis à Londres, donc ça va faire, cette année ça fera 8 ans que je suis à Londres. Je travaille en finance, donc ça fait un peu cliché, mais c'est pas ce qu'on croit. Et donc j'ai 33 ans et voilà. Je suis née, j'ai grandi à Paris et en banlieue parisienne, donc j'ai un frère, tout se passe bien. J'ai eu de la chance d'avoir une enfance plutôt heureuse. Avec mes parents, on voyageait de temps en temps et en fait, ils viennent du Togo. Tous les, 2-3 ans, quand on était plus jeunes, on y allait en vacances. Ils nous laissaient là-bas pendant 2 mois. Et soit ils travaillaient, soit ils partaient. De temps en temps, j'ai découvert après coup qu'ils voyageaient aussi un petit peu tous les deux. Et c'est bien pour eux, tant mieux. Et en fait, après, quand on revenait, parfois on passait des vacances donc à 4, soit dans le sud de la France, soit en Bretagne ou en Vendée, ou pour découvrir un petit peu le territoire français, quoi. J'ai fait une école de commerce. En fait, j'ai choisi mon école de commerce pour pouvoir partir à l'étranger. J'avais envie en fait de découvrir un petit peu dans un cadre différent et j'ai eu la chance de choisir un cursus qui se disait international. Et je suis partie au Japon, en Chine et aux États-Unis. Quand je suis revenue, j'avais envie de repartir. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé et vraiment, c'était plus l'aspect juste vacances, c'était vivre sur place parce que c'est totalement différent. Enfin, moi, par exemple, mes parents me disaient, mais trouve-toi un CDI et puis après, tu pars en vacances. Je me disais, mais c'est pas du tout pareil. En fait, c'était donc dans le cursus, c'était 2 mois au Japon, 1 mois et demi en Chine et 5 mois aux États-Unis. C'était pas vraiment des échanges, c'est juste des cursus partenaires, en fait, où sur place, on apprend un peu le business sur place, par exemple. Et du coup, en fait, moi, depuis assez longtemps, je me suis rendu compte, que j'avais toujours aimé le Japon. Et qu'en fait, on avait appris la langue en première année d'école et du coup en deuxième année on est parti et c'était vraiment génial. Pour moi, c'est une culture qui est très très loin de la mienne, que ce soit ma culture africaine ou ma culture française. Et en fait, j'ai adoré et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit il faut aller loin pour avoir une différence culturelle et pour apprendre en fait les différences us et coutumes de certains pays. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit c'est génial. J'ai qu'une envie, c'est de repartir, mais
Après, c'était plus dans le sens seul, puisque du coup, j'étais en école de commerce, donc c'était un peu une grosse colo. On était à 60, donc c'est pas du tout la même situation. Et ensuite, donc, quand je suis rentrée, donc, j'ai fini ma dernière année d'école, donc c'était en 2011. J'ai commencé à travailler, mais en fait, voilà, je pensais toujours à repartir. Et puis je me suis dit, comme j'ai commencé à travailler en finance, je suis plus ou moins tombée dedans. Et en fait, je me suis dit, en finance, c'est bien de partir à l'étranger, ça peut être sympa sur le CV. Et je me suis dit, je vais chercher quelque chose pendant 2 ans, pendant 2 ans, quoi. Et en fait, donc j'ai commencé à travailler donc dans les grosses banques en France, à la Défense, le truc super. Tu sais, quand tu sors d'école, c'est un peu le rêve, alors que quelques années après, tu te rends compte que c'est pas tout à fait ce que tu penses que ça serait. Et voilà. Et en fait, j'ai fait la démarche et je voulais partir. En fait, je voulais repartir au Japon, mais entre temps, il y avait eu Fukushima et mes parents ils m'ont dit non, tu vas pas. En plus, c'est vrai que c'était loin. J'avais essayé aussi d'aller aux États-Unis, mais c'est un peu compliqué avec les visas. Et en fait, j'avais une amie qui était à Londres depuis déjà 1 an. Elle me dit, mais viens à Londres, c'est super et tout. Et moi, en fait, je voulais partir loin. Si je pars loin, je vais faire une découverte culturelle, ça va être bien. Ça va me sortir de ma zone de confort parce que moi, vraiment, je suis très, très timide. Donc, en général, j'aime bien être restée dans mon cocon. Et finalement, je me suis dit, allez, on y va. Et ma pote me dit, mais viens à Londres, c'est à côté et c'est très différent de la France. Donc, je me suis dit, ouais, c'est trop près. Mes parents étaient trop contents. Ils me disent, vas-y. Et en plus, avant le Brexit, parce qu'évidemment, il y a eu le Brexit qui est passé entre-temps, tu prends juste ta carte d'identité et t'y vas, quoi. Donc, c'est vraiment génial. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je suis arrivée à Londres le 5 octobre 2014. Mind the gap between the train and the platform. This is St James's Park. The next station is Westminster. This is a Circle Line train via Embankment and Tower Hill. Et j'avais pas de boulot. En fait, parce qu'à Paris, quand j'ai commencé à travailler pendant 2 ans et quelques, j'étais en intérim. Parce que voilà, j'ai été diplômée donc au moment où c'était la crise, en plus en finance, voilà. Et en fait, je m'étais dit, j'y vais. Donc j'avais un peu d'économie. À Londres, ça part vite, mais bon. Et en fait, au bout de 6 mois, j'avais toujours pas trouvé. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que je suis pas arrivée au bon moment. Et entre-temps, je rentrais à Paris parce que mon frère a eu sa fille, etc. Et du coup, je restais un peu aussi avec mes parents. Et en fait, après, je pense que j'ai dû mettre peut-être 3-4 mois à trouver un boulot, mais qui avait rien à voir en fait avec la finance. C'était du recrutement. Et après, j'ai trouvé un boulot dans la finance. Et du coup, là, voilà, pour le moment, ça va faire quelques années déjà. Et... Donc, du coup, t'as mis presque 1 an, en fait, à trouver un boulot qui était vraiment ce pourquoi t'étais venue, quoi. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à Londres, contrairement à la France, par exemple, en juillet-août, c'est pas aussi calme qu'en France. Enfin, c'est un peu plus calme, mais il y a toujours de l'activité. Mais en fait, là où c'est vraiment calme, c'est en novembre-décembre. Donc, les fins d'année. Et en fait, moi, je suis arrivée en octobre. Donc, le temps de s'habituer un peu, tu découvres, tu te balades pendant les 2-3 premières semaines. Et quand j'ai commencé à chercher, en fait, voilà, eux, ils cherchent pas trop, quoi. Ils ferment les comptes en fin d'année, etc. Et en fait, du coup, j'ai recommencé à chercher en mi-janvier. En avril, en fait, cette même amie m'a proposé de travailler dans la boîte pour laquelle elle travaillait. Donc, j'ai fait de l'aide pour le recrutement. Et après, en août, donc presque 1 an après, en fait, en août 2015, j'ai eu mon premier boulot en finance. Et voilà, c'était un peu la première fois que j'avais un peu du mal à trouver un boulot, malgré le fait que j'avais un peu d'expérience, que je parlais plutôt bien anglais, etc. Mais bon, ça forge un peu le caractère aussi. Et puis voir mes économies qui partaient aussi. Donc c'était stressant. Enfin, il y a des moments, je me réveillais à 2h du mat, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Mais en même temps, j'arrivais pas à me revoir retourner en France. Pas forcément par rapport aux personnes, mais travailler où je sentais qu'il me manquait quelque chose en plus. En fait, je pense que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est vraiment quand je suis partie au Japon et en Chine, parce que les États-Unis, c'est un peu à côté. Pour les personnes qui ont la chance, on peut y aller un peu plus facilement. Mais c'est vrai que j'avais une espèce de fascination pour l'Asie. Alors, c'est peut-être parce que j'ai des amis aussi qui sont asiatiques et que c'est une culture déjà que j'aimais bien, mais je voulais vraiment le vivre sur place. Et je pense que ça vient aussi peut-être de ma propre expérience avec mes parents qui viennent du Togo, mais qui sont venus en France, pareil, un peu pour y travailler, ou surtout, non, plutôt pour faire leurs études et finalement qui sont jamais rentrés. Peut-être que c'est un schéma que j'ai reproduit en fait à mon échelle. Peut-être.
Malgré les difficultés de ce début d'expérience londonienne, Nelly, qui s'était pourtant fixée de rentrer après 2 ans, non seulement reste et persiste, et décide même qu'elle y fera une partie de sa vie. En fait, au bout de 6 mois, quand j'ai pas trouvé, moi, c'était la deadline que je m'étais fixée, que j'avais dit à mes parents. Je dis, bon, bah, je rentre, si je trouve rien, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai découvert que j'adorais la vie à Londres. Même si quand j'étais à Paris, j'arrivais, j'avais 26 ans, donc à Paris, je sortais aussi, mais c'est vrai que j'habitais chez mes parents et je pense que c'était vraiment ma vie d'adulte. J'ai adoré Londres, c'est très dynamique, tu sais, quand t'es jeune et tout, ça, c'est vraiment génial. Et à ce moment-là, je me dis non, mais j'ai pas envie de partir. Et après, à ce moment-là, je me suis jamais dit, bon, allez, je repars dans 2 ans, dans 3 ans, etc. En fait, après, je planifiais plus, en fait. Donc, je savais même pas si j'allais rester 10 ans ou pas. Une fois que j'étais là, j'étais bien, je me suis dit, je veux rester et c'est pas loin de la France, donc très bien, quoi. J'avais de la chance parce que finalement, mine de rien, c'était quand même bien d'avoir une amie qui était là et qui en fait était là pour m'aider. Donc au final, à ce moment-là, elle était à Paris et on y allait ensemble en fait. Donc du coup, c'était un peu sympa. J'avais une grosse valise, un petit suitcase et un sac à dos. On est arrivé chez elle et en fait, du coup, elle m'a dit bon voilà, demain, faut que tu fasses un peu les trucs administratifs. Donc faut que tu fasses ton truc de sécu, faut que tu ailles ici, faut que tu ailles là et tout. Donc une fois que ça c'était fait, j'ai mis mes pounds à la banque parce que bon à l'époque, il y avait encore pas mal de cash qui circulait. Donc j'ai commencé à regarder un peu les entretiens, pour postuler, et en fait j'ai voyagé, j'ai pris un bus, je suis allée découvrir un peu la ville, vraiment toute seule, chose que je n'avais jamais vraiment fait en fait. Donc voilà, j'ai pris le bus à gauche à droite, les trains, les métros, les magasins, puis c'était vraiment découvrir et m'imprégner de la langue, notamment parce qu'en fait, tu sais, quand on apprend l'anglais, on apprend avec l'accent anglais. Et en fait, en grandissant, tu regardes les séries américaines, les films américains, et en fait, moi, je m'étais habituée à cet accent-là, et quand je suis arrivée à Londres, avec leur accent anglais, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà, pour m'imprégner un peu, ouais, de cette nouvelle culture, entre guillemets, quoi. Ouais, c'était les premières semaines, ouais, c'était vraiment sympa. The next station is Westminster. Change for the Jubilee line. Exit for Westminster Abbey, the Houses of Parliament and riverboat services from Westminster Pier. Chercher du boulot pendant 1 an, c'est sympa, mais ça peut être un peu long aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait de cette année, Nelly ? Comment est-ce qu'elle a réussi à s'intégrer finalement socialement au sein de la ville de Londres ? J'étais chez mon ami, bon c'était sympa. Après j'ai habité en coloc, donc aussi première fois de ma vie. Donc déjà, j'ai eu de la chance entre guillemets, j'ai eu des bonnes colocs depuis que je suis à Londres. Donc déjà c'est les premières rencontres. Donc j'avais commencé avec un couple d'Italiens, un Polonais je crois, et après des Indiens, après des Australiens, un Hollandais. Et donc du coup déjà bon ça crée des liens assez sympas. C'était une coloc de 4, donc ça a changé plusieurs fois. Donc déjà, on sortait de temps en temps ensemble, même avec des amis. Moi aussi, j'avais 2-3 amis. Donc pareil, aussi toujours les groupes de Français. Et c'est vrai que moi, au début, je voulais pas forcément être avec des Français. Mais en fait, à la longue, forcément, c'est culturel, hein, on se retrouve tous ensemble. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que comme je travaillais pas, parce qu'en fait, mes amis travaillaient, donc toute la journée, ils étaient occupés. Le soir, ils étaient fatigués. Donc de temps en temps, le week-end, on sortait, mais pas tout le temps. Et en fait, je m'étais inscrite à des groupes meet-up. Je sais pas si tu connais, donc du coup tu peux rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, et je crois que j'étais dans un groupe qui s'appelait 20 something. Les gens qui ont la vingtaine, c'est ce que tu veux dire ? Voilà, c'est ça. C'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de personnes. Donc, il y avait beaucoup d'étrangers, en fait. Bon, c'est normal, hein. Beaucoup d'étrangers, mais aussi quelques Anglais avec qui, j'ai 2-3 personnes avec qui je m'entends toujours, avec qui j'échange régulièrement. Et c'est comme ça que je m'occupais un peu quand même. Parce que bon, les entretiens, ça sert à rien de postuler toutes les minutes de toute la journée, quoi. Londres est très grand. C'est je crois, 6 à 9 fois plus grand que Paris. Donc du coup, il y a plein de choses à faire. Il y a toujours plein de choses à faire, toujours plein de choses à découvrir, les restaurants à faire, des expositions, des comédies musicales. Et donc en fait, c'est très dynamique. Donc je pense que t'as pas trop le temps de t'ennuyer.
Alors que c'est vrai que je pense que quand j'étais en France, j'étais chez mes parents et j'étais en banlieue, donc c'est pas pareil, tu vois, c'est complètement différent. Et je pense que c'est vraiment le dynamisme londonien qui m'a permis de rester motivée, en fait. Hein. Et puis aussi rencontrer les gens, parce que j'allais aussi à des trucs de networking, les personnes donc, qui travaillent en finance, pour qui ça se passait bien. Donc voilà, je me suis dit, faut que je m'accroche et ça paiera. Une fois le job tant convoité enfin trouvé, Nelly débute une nouvelle vie, celle d'une jeune professionnelle française vivant à Londres. Un environnement professionnel a priori assez proche, du moins géographiquement, de celui qu'elle connaissait jusqu'ici, mais qui lui réserve quelques surprises. Alors, je me souviens en tout cas la première semaine, quand je suis rentrée chez moi le vendredi soir, j'étais épuisée parce que c'est sympa de parler en anglais de temps en temps, écrire des mails de temps en temps, mais quand t'es sur place, ça n'a rien à voir. Donc mine de rien, c'est quand même assez fatigant. Ça prend pas mal d'énergie. Les différences que j'ai trouvées, déjà quand j'étais à Londres, j'étais dans une petite structure. Contrairement à quand j'étais à Paris, j'étais dans une grande banque. Donc ça, du coup, c'est pas, si je compare, c'est pas exactement sur pied d'égalité. Mais bon, déjà, moi, j'ai préféré être dans une petite structure. Mais dans tous les cas, je trouve qu'en Angleterre, déjà, je pense que plusieurs personnes ont dû dire ça des pays anglo-saxons, ils donnent plus facilement leur chance. C'est vrai que moi, j'avais quand même de l'expérience en finance, etc. Mais par exemple, je travaille pas exactement sur le même type de produit. Mais ils se disent, c'est pas grave, on va te former. On voit que, t'es déjà un peu, tu sais de quoi tu parles, tu comprends et que t'as envie de découvrir et d'avoir des challenges. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait. Et donc, du coup, voilà, ils te donnent assez facilement ta chance. Et il y a moins de hiérarchie. Il n'y a pas trop de barrières. Tu parles au PDG, tu parles à ton manager, il n'y a pas de souci. Et alors, le truc vraiment très typiquement anglais que moi, j'ai découvert, c'est les fameux drink after work, quoi. En fait, tu vas boire des coups, mais voilà, c'est pas un petit 2 verres, hein, c'est vraiment, c'est l'Angleterre, quoi. Donc, c'est la culture du binge drinking. Donc, mine de rien, même si j'arrive à 26 ans, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est marrant parce que, mine de rien, c'est aussi des moments où tu parles un peu de ta vie personnelle. Et en fait, tu te rapproches un peu de tes collègues. Bon, pas forcément les managers, mais en tout cas de tes collègues. Et c'est vrai que, moi, comme j'avais pas ma famille ici, mine de rien, tu te dévoiles peut-être un petit peu plus. Mais même en dehors de ça, même les Anglais, voilà, ils disent que la culture anglaise, en termes de boulot, il n'y a pas du tout ce côté un peu barrière qu'il y a en France. Moi, en tout cas, quand j'étais à Paris, je sortais jamais avec mes collègues. Et ou sinon, c'était l'événement de l'année, quoi. Genre, on va sortir ce jeudi-là. Donc voilà. Et donc moi, c'est vrai que moi, je suis plus à l'aise dans les structures anglophones. Et je pense aussi que c'est peut-être dû à la langue. Je suis moins timide quand je parle en anglais. J'arrive à aborder les gens plus facilement. Et voilà. Une fois arrivée en Angleterre, Nelly, comme bon nombre d'entre nous, avouez-le, s'était mise en tête qu'elle ne passerait pas de temps avec des Français. Car elle était bien décidée à vivre son expérience outre-Manche au maximum et à découvrir cette nouvelle culture. Et finalement, c'est aussi avec et grâce à eux qu'elle se sent chez elle à Londres. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est souvent le cas pour les personnes qui sont là sur le long terme. Au début, on se ferme un peu à tous ceux qui sont comme nous, parce qu'on veut absolument rencontrer de nouvelles personnes, découvrir cette culture, s'immerger dans tout ça. Mais au bout de quelques années, et peut-être à mesure qu'on approche de la décennie à l'étranger, ça a un côté rassurant. Peut-être un côté nostalgique aussi, on se sent un peu comme à la maison. Mon approche quand je suis arrivée, c'était, je suis pas venue ici pour parler français, mais c'était pas contre les Français, c'est plus pour moi, pour m'améliorer en anglais, en fait, plus qu'autre chose. Mais comme tu l'as très bien dit, au bout d'un moment, t'as un peu le mal de pays, t'as pas mangé de saucisson, de pain, de machin, de croissants. Il y a des croissants, mais c'est pas tout à fait pareil. Bon, et en fait, il y a aussi c'est plutôt les événements, je dirais, administratifs aussi qui font que tu te tournes plus facilement pour les Français. Par exemple, le système de santé n'a rien à voir avec le système français. Alors, c'est pas aussi pire, entre guillemets, parce que je ne le connais pas, que le système américain. Mais en France, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais le système est juste génial. Et en fait, voilà, c'est les premiers séjours à l'hôpital où tu dis tu comprends pas tout, etc. Et en fait, tu demandes à tes amis français qui sont là depuis un petit moment comment eux, ils ont fait, quelle couverture ils ont, qu'est-ce qu'il faut faire. Et en fait, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi l'aspect, quand vous sortez, vous allez en boîte, il y a une chanson française. Du coup, voilà, c'est culturel. Voilà, tu sais, on appartient à plusieurs groupes. Et en l'occurrence, c'est vrai que, finalement, ce groupe français-là, je me dis,
je me suis quand même reconnue. Et puis, quand tu es en Angleterre aussi, bah, avec ton accent, dès que tu parles, les gens disent « Ah, t'es française ». Donc, bizarrement, ils te renvoient un peu cette image de « Ah, t'es française ». Je fais « Oui, bah, moi, je le sais. » Quand j'étais en France, bon, j'ai jamais eu de problème. Heureusement, j'ai jamais eu de problème, même en termes de racisme ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que, bon, moi, je m'étais toujours définie comme française. Mais en venant ici, c'était vraiment... ça s'entend, quoi, en fait. J'ai souvent entendu parler de la ville de Londres comme étant la 6e ville de France. 6e, faisant référence au nombre d'habitants français. Alors, est-ce que, en fait, vivre à Londres, c'est être à l'étranger sans vraiment y être pour un Français ? Nelly, elle pense qu'en fait, à Londres, il y a surtout beaucoup de tout. The next station is Embankment. This is a Circle Line train via Tower Hill and Liverpool Street. Bah en fait ouais, c'est à l'étranger, mais il y a énormément franchement, surtout à Londres, il y a beaucoup de tout. Il y a des Italiens, des Espagnols, des Allemands et tout. Bon après, en tant que Française, c'est vrai que moi je les entends partout quoi. Et c'est pas uniquement les touristes pendant les périodes de vacances. C'est ouais, tout le monde, t'as ton petit café et puis bon bah voilà, t'entends parler français assez régulièrement. C'est vrai que ouais, y en a beaucoup. On est quand même assez nombreux. Nelly l'a mentionné au tout début de cet épisode, ses parents sont d'origine togolaise, mais elle a grandi en région parisienne. Si elle n'a jamais vécu au Togo, la culture du pays fait forcément partie, avec la France, des cultures avec lesquelles elle a grandi, auxquelles elle s'identifie. Elle s'est rapprochée de ses origines françaises, après quelque temps à Londres, elle le racontait, mais alors, qu'en est-il de ses racines africaines ? C'est pas arrivé tout de suite, en fait, parce que moi, j'ai eu cette double culture quand j'étais chez moi, donc voilà, que ce soit en termes d'événements familiaux ou plus à travers la nourriture. Bon, malheureusement, je ne parle pas la langue, au grand désespoir de ma mère. Je ne parle pas la langue, mais voilà, j'entends parler, donc pour moi, c'est un peu normal. Et comme je te disais, j'ai des amis qui sont... y en a qui sont franco-français, y en a qui sont d'origine cambodgienne, vietnamienne, donc eux aussi ont des doubles cultures. Donc pour moi, c'était presque une norme, en fait. Et donc j'avais déjà cette richesse un peu. Donc quand je suis arrivée à Londres, c'était vraiment la française. Donc moi je me dis oui, c'est vrai que je suis française et tout. Et en fait, c'est plus les événements familiaux qui me manquaient un petit peu, que je n'avais pas donc à Londres, mais ça peut être les mariages, les baptêmes, ou les anniversaires de mariage, ou les anniversaires tout court, où voilà, on est tous en famille, on fait des bons repas qui durent très très longtemps, on discute, on met de la musique, on danse, et donc voilà, qui sont donc tous axés donc à musique africaine, nourriture africaine, etc. Et c'est vrai que ça me manquait un peu parce que bon voilà, je me suis rendu compte aussi que quand je cuisinais, ça n'avait pas le même goût que ce que mes parents faisaient. Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses-là. Et en fait, je me suis souvenue une fois, j'étais sortie à Londres, donc c'était un été, et j'avais... donc Londres, c'est très éclectique, hein, il y a beaucoup de tout. Il y a vraiment de tout, et c'est génial. Il y a des Pakistanais, des Indiens, des Coréens, des Américains, il y a de tout. Et une fois, je me souviens que j'ai croisé une personne qui avait le t-shirt du Togo, et là... j'avais un peu oublié, en fait. Et quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah !» Qu'est-ce que tu fais là ? Parce qu'en plus, le Togo, en Afrique, c'est un tout petit pays, donc on n'est pas très, très nombreux. Contrairement à, par exemple, en Angleterre, il y a beaucoup donc c'est les anciennes colonies, anglaises, hein, en fait, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de Ghanéens et de Nigérians. Et du coup, voilà, j'avais vu un Togolais, j'étais trop contente. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ouais, j'ai cherché un petit peu les boutiques où je pouvais acheter des produits africains, par exemple, que j'avais pas fait encore jusque-là, quoi. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai essayé de regarder un petit peu les restaurants, même les vêtements. Je pouvais trouver des vêtements avec du wax ou des trucs sympas, quoi. Peu de temps après l'arrivée de Nelly à Londres, lors d'un référendum national en 2016, le peuple britannique a voté en faveur du Brexit, visant donc à sortir de l'Union européenne. Et on a beaucoup entendu parler de grandes villes, comme celle de Londres, qui ont voté à contre-courant du vote national. Et en effet, Nelly l'affirme bien volontiers, Londres est une ville cosmopolite et éclectique. Elle disait même « on vient de partout à Londres ». Le Brexit, pourtant, est entré en application début 2020. Les raisons de celui-ci sont multiples, mais une revient en tête, la peur des étrangers. Alors comment traverse-t-on les 7 dernières années en Angleterre quand on est étrangère, française d'origine africaine ?
c'est vraiment pas évident. Il y a eu plusieurs étapes dans cette situation. La première, c'est que c'est vrai qu'en effet, moi, je suis arrivée et c'était pas très longtemps après. C'est marrant parce que je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que tu le dises. Donc déjà, le vote qui passe. Donc, moi, le lendemain, je me réveille, je vois tout ça, et en fait, je vois des Anglais qui commentent sur le fait que c'est la honte. Et en fait, donc, en effet, ce sont des personnes qui vivent à Londres. Donc, comme moi, je suis à Londres, à aucun moment, je me suis dit que ça allait passer. Et en fait, premier réflexe, c'est oh là là, quand je vais aller au bureau, faut pas que je parle en anglais parce qu'ils vont entendre mon accent français et ils vont me dire mais rentre chez toi. Ah ouais, t'as eu peur tout de suite? J'ai eu une espèce de peur comme ça et après, au fur et à mesure, j'ai compris que non, je suis à Londres donc ça va. Et c'est marrant parce que autant je sais très bien qu'en France, il y a des Français d'origine étrangère qui ont eu ce genre de réflexion. Autant, moi, j'ai jamais eu ça en France, mais c'est vrai que quand j'étais en Angleterre, à Londres, à ce moment-là, je me suis dit, mais je suis étrangère chez moi, tu vois. Et là, c'est vrai que j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur de me dire, là, tout va changer, etc. Donc ça, c'est la première phase, donc, quand j'étais sur place. Et après, j'ai commencé à recevoir plein de messages, donc, de personnes françaises vivant en France, donc, et qui me disaient « Ah, ça va, comment tu vas faire ?» tout ça. Alors moi, tu sais, les trucs administratifs, je suis pas très fan. Bon, moi, j'avais de la chance parce que, bon, ça faisait plus de 2 ans que j'étais là. Et au final, là, maintenant, j'ai le settled status. Donc, quand tu vis à Londres depuis, et que ça fait 5 ans, tu as droit à demander la résidence, en fait. Comme la résidence permanente aux États-Unis, quoi. Exactement, la résidence permanente. Donc là, c'est bon, je l'ai. Alors moi, c'est marrant parce que j'ai pas vraiment eu de grosses différences. Parce que je voyage toujours avec ma carte d'identité et mon passeport. Donc voilà, en fait, je pense que là, à mon avis, je pense qu'il faut maintenant voyager qu'avec son passeport, être sûr que voilà, qu'il est valable encore 6 mois après. Et je crois que dans quelques années, ils mettront en place un visa. Et pareil, maintenant, pour venir travailler à Londres, il faut un visa, il faut que tu sois sponsorisé, comme dans d'autres pays, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi, j'avais juste ma petite carte d'identité en plastique, là, et je suis venue, mais bon, maintenant, moi, je sens pas vraiment de différence, en vrai. Parce que je me considère, je sais pas ce que je me considère, mais en tout cas, je vis ici, en fait, donc j'ai plus trop de problèmes de ce côté-là. Mais ouais, c'était un petit choc quand même, hein, mais bon, voilà, hein, c'est le peuple qui a parlé. J'ai jamais eu de réflexion, en tout cas pas par rapport à ça. Et je pense que c'est aussi peut-être parce que je suis française, donc eux, ils voient que je suis française peut-être avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport à ça, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Comment est-ce que tu t'identifies aujourd'hui? Et je sais pas si tu prévois, tu vois, d'avoir une famille ou pas. Est-ce que tu le ferais en Angleterre? Et j'ai l'impression qu'on se pose beaucoup la question à ce moment-là où il y a de la transmission, en fait, de qu'est-ce qu'on va transmettre, comment on va le faire et tout. Comment je me définis? C'est une très bonne question. Il y a un moment où, en fait, pour moi, je suis une afropéenne. Donc, avant tout, une femme noire française qui habite en Angleterre. Je mets l'accent sur, voilà, noire et française, puisque c'est ça par lequel je me définis avant, mais je suis aussi anglaise, parce que du coup, maintenant, quand je rentre en France, je suis plus totalement française. Bon, même ici, il y a encore des trucs que je capte pas, parce que, par exemple, toutes les références de quand ils étaient enfants, toi, tu connais pas, quoi. Donc, Club Dorothée et compagnie, ça va avoir un autre nom. Donc, c'est vraiment, voilà, moi, je me définis comme afropéenne, bon, même si le UK n'est plus dans l'Europe. Et en fait, je pense que c'est quand la transmission arrive que ce genre de questions identitaires, en fait, arrive un peu plus au niveau personnel, aussi au niveau du couple. Donc, moi, je suis en couple depuis un petit moment avec un Anglais d'origine nigériane. Et donc, là, du coup, il y a un peu 4 cultures. Donc, tu as la culture française, togolaise, nigériane et british, anglaise. Donc, du coup, ça fait beaucoup. Mais c'est vraiment une richesse, en fait, parce qu'on apprend tous les jours. On apprend tous les jours, même si, même nos 2 pays africains qui sont pas si loin de l'un de l'autre, sont très différents, mais il y a aussi des ressemblances. Et pareil avec la France et l'Angleterre. Et en fait, voilà, moi, je me définis comme afropéenne. Je vis en Angleterre. Et puis, quand on aura des enfants, ils auront toutes les origines. Et j'espère qu'ils parleront beaucoup de langues, parce que je pense qu'il y a toujours un petit plus à avoir dans la vie. C'est rigolo, en fait, parce que du coup, tu parles de toi et ton copain, vous avez des origines, lui nigériane, toi togolaise, mais en fait, c'est des origines qui sont hyper fortes, mais de pays dans lesquels vous n'avez jamais vécu ni l'un ni l'autre. Alors lui, là, il est né, il a grandi là-bas, et il est arrivé en Angleterre à 13 ans. Mais maintenant, il a vécu plus longtemps ici
que là-bas. Donc pareil, c'est aussi une identité différente, tu vois. Des fois, on en discute voilà, régulièrement. Parfois, il se sent plus anglais, parfois, il se sent plus nigérian. C'est vraiment une question de ressenti, de situation. Tu vois, par exemple... moi, je pense que cette envie aussi de m'affirmer en tant que femme noire est aussi arrivée avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est pas facile tous les jours. Et en fait, moi, là, vraiment, c'est la période George Floyd qui... quand tu passes les 30 ans, tu te poses toujours un peu des questions, etc. Et avec l'épisode George Floyd qui, moi, m'a dit, bon, maintenant, c'est bon, ça suffit. Je choisis ma bataille. Sans que ce soit dans la violence ou quoi que ce soit. Mais voilà, je revendique un peu plus et je suis plus à l'aise. Et je pense aussi que pour moi, c'est plus facile de le faire ici. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis plus âgée ou si c'est parce qu'ici, c'est un peu plus ouvert qu'en France ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, maintenant, c'est un peu ça ma petite bataille, quoi. Une petite bataille, j'aime bien aussi pareil. Donc, je travaille en finance. Donc, c'est un monde très masculin. Donc, pareil. Très blanc aussi, non? Ouais, très blanc, masculin blanc. Moi, je suis une femme noire. Hein, donc, tu vas te battre tout le temps, en fait. Mais sans que ce soit... tu vois, ça va être, comme je disais, j'ai jamais vraiment de gros racisme ou de gros machins, mais c'est des petites remarques, tu vois. Alors, ça a commencé un peu en France où ils disaient... Alors, pareil, je venais de la banlieue parisienne. Donc, ils s'imaginent que tu habites dans un HLM et tout. Il n'y a rien de mal à habiter dans un HLM, d'ailleurs. Mais bon, non, moi, en l'occurrence, j'avais une maison. Et en fait, ils arrivaient pas à comprendre comment je suis arrivée là, sans aide, machin. Alors que non, t'étudies. J'ai de la chance d'avoir mes parents qui ont étudié aussi avant moi. Et voilà, donc on me dit, ah, mais tu te tiens bien, tu parles bien, tu travailles bien. Comme tout le monde, en fait. Enfin, t'es en stage, donc le but, c'est un peu de trouver un boulot au bout. Enfin, donc voilà, un peu les codes, les petits trucs comme ça. Et après, voilà, que ce soit en Angleterre ou en France, en finance avec les petites blagues sexistes et tout. Et donc pareil, au début, je disais pas forcément grand-chose. Et au fur et à mesure, je dis non, c'est pas drôle en fait. Et donc après, quand tu dis que c'est pas drôle, ah, t'es féministe, alors oui, et alors en fait, c'est pas un gros mot, hein. Mais voilà, maintenant, je défends un peu plus tous ces côtés-là, un peu toutes les minorités, quoi. Mais bon, à mon niveau. Pour le moment, parce que c'est pas évident tous les jours. Mais voilà, je pense que je suis quand même plus à l'aise en Angleterre. Et puis, tout à l'heure, tu disais par rapport aux enfants, tout ça. Alors, je sais pas comment ça va se faire parce que c'est vrai que le Londres est très, très cher. J'ai dans mon groupe d'amis de Français, j'en ai une qui a eu un enfant récemment. Donc, c'est le tout début. J'essaie de voir comment ils se débrouillent un peu. Mais ouais, c'est vrai que bon, une fois de plus, on revient au système de santé qui est quand même très très bon en France et différent en Angleterre. En Angleterre, en fait, souvent, il faut aller chez le privé. Donc pareil, ça a un coût. Ou sinon, dans le public, moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, d'être bien suivie. Mais c'est quand tu as une condition particulière. C'est un peu dommage de dire ça, mais quand vraiment, ils sentent que tu es un peu vraiment à risque, ils vont vraiment s'occuper de toi. Alors que si c'est un petit rhume ou une visite de routine, je pense que c'est un peu comme partout. Ils sont un peu ils ont pas assez de personnes. Et donc, du coup, ils prennent pas vraiment en compte, quoi. Restons un peu dans le domaine médical quelques instants. La pandémie du coronavirus, vous le savez, a débuté il y a un peu plus de 2 ans. Et souvent, les médias internationaux, au cours des 2 dernières années, ont pris pour exemple l'Angleterre et ont mis en avant, à plusieurs reprises, les difficultés du pays à contenir le virus. Blague à part, c'était un peu ironique car personne n'y arrivait vraiment de toute manière. Bref, comment est-ce que Nelly a vécu ça de l'intérieur ? C'est un peu pareil, c'est-à-dire que je pense que la manière dont c'est vu sur place et à l'étranger, c'est pas pareil. Parce que c'est vrai que je voyais tout le monde qui me disait « Oh là là, c'est la merde à Londres, comment vous allez faire ?» et tout. Je fais on est en lockdown, on est en quarantaine, donc comment tu dis, confinement. Donc on reste chez nous, quoi. Mais tu vois, c'était pas, il y avait pas le virus, tu voyais pas le virus qui se baladait. Mais c'est vrai qu'en fait, comme on est plus nombreux, du coup, ça prend des proportions différentes. Après, donc on a eu la première vague, donc c'était en mars 2020. On est resté confinés après jusqu'en juin, je crois. Après, ça a réouvert, alors tout le monde a voyagé. Et après, ils ont refermé. Et oui, donc c'est vrai que ça augmentait. Et en fait, l'année dernière, on a commencé avec les vaccins. Je crois qu'à Londres, on est à 90% de personnes vaccinées. Donc c'est vrai qu'ils ont plutôt assez suivi les trucs. Après, voilà, au fur et à mesure, les gens mettaient un peu moins les masques, etc. Il y avait tous les tests à faire. Bon, c'est un peu comme tout le monde. On reprend la nouvelle normalité. Moi, après, personnellement, j'ai eu de la chance d'être vaccinée assez tôt. J'ai eu la malchance d'être diagnostiquée en 2020, donc en plein pendant le Covid, de diabète.
Donc diabète de type 1 et donc je m'y attendais pas du tout, mais du coup j'ai un suivi qui est très qui est assez régulier et bon tu te dis bon moi de ce côté-là ça fonctionne, voilà, même si ça reste quand même différent de d'autres pays. Le gouvernement a envoyé pas mal de lettres, etc., pour aider au cas où, donc bon c'était quand même plutôt bien fait, quoi. Mais bon voilà, après comme partout il y a les critiques du gouvernement. Bon, écoute, hein, moi je suis les règles et je suis contente qu'on soit un peu retourné à une nouvelle normalité. Oui, alors c'était un peu la relation love-hate relationship, quoi. C'est un peu je t'aime, moi non plus. Un coup, parce qu'en plus il y a énormément de Français, donc vraiment c'était très 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 stressant de regarder toutes les semaines. En fait, ils changent au dernier moment, donc vraiment, moi j'ai eu 2 périodes comme ça où finalement t'es sur place, tu décales ton billet et ils changent les restrictions, donc tu dois rentrer et finalement faire une 2 semaines de quarantaine, alors que si t'étais rentré un jour avant, t'aurais pas à en faire, ou tu dois commander des tests particuliers, ou pareil à Noël, là ils ont changé les règles et du jour au lendemain avec mon copain, on a dit bon bah on part demain à Paris, sinon on pourra pas rester plus longtemps. Enfin bon, ouais. C'était un peu compliqué, mais bon moi voilà, je me suis dit voilà, c'est mes parents, je les avais pas vus depuis un moment et heureusement j'ai eu la chance de pouvoir le faire à 2 reprises pendant le Covid, mais ouais c'était un peu c'était fatigant, mais bon. Est-ce que, rétrospectivement, il y a un petit conseil que tu pourrais te chuchoter à l'oreille, que tu pourrais te dire, tu vois, je sais pas, il y a 7 ans, quand t'es parti, un truc, ou peut-être même un truc qu'on t'a dit, tu vois, qui t'a aidé et dont tu pourrais faire bénéficier d'autres gens? Je pense que je me dirais, mais plus de sous de côté, ou en tout cas, être un peu plus intelligent par rapport à ça, parce que Londres est très très cher. Et là, en plus, ça a augmenté, mais bon, et alors que moi, je me sens chanceuse, pardon. J'ai un bon poste, un bon salaire, mais je trouve quand même que c'est cher, quoi. Donc, moi, si j'avais été, voilà, si on m'avait donné un conseil en étant plus jeune, c'est, voilà, mettre un peu plus de sous de côté, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Que ce soit une crise économique, que ce soit, tu vois, par exemple, le Covid, il y en a qui ont perdu leur boulot. Bon, moi, j'ai la chance, j'avais le mien. Ou même que les gens se fassent virer du jour au lendemain. Moi, j'ai eu une expérience comme ça où bah, je l'ai senti un peu venir quand même. Et en fait, moi, je voulais partir de l'entreprise déjà. Mais bah, finalement, ça s'est fait que bon bah on a trouvé un accord et donc du coup je suis partie, mais c'était quand même un peu du jour au lendemain. Et je pense qu'il faut toujours avoir ce qu'ils appellent voilà un emergency fund qu'ils disent ici, donc avoir des sous de côté ou d'investir un petit peu pour les jours un peu plus vieux, quoi. Donc je pense que c'est un truc, surtout les femmes en général, on connaît pas trop l'investissement ou les trucs comme ça. Même en travaillant en finance, j'ai découvert tout ça il y a que très récemment en fait. Donc bon. Vous le savez, j'adore découvrir la ville d'expatriation de mes invités du podcast au travers de leurs mots, de leurs sons. Alors c'est parti, direction le Londres de Nelly. Aujourd'hui, petite visite à la Tate Britain. Nous regardons l'exposition qui s'appelle Life Between Islands. Il s'agit d'une exposition entre l'île de l'Angleterre et les îles caribéennes et l'influence que l'une des îles et les autres ont eu sur l'art en général. À Londres, ça ne s'arrête jamais, il y a toujours des expositions à faire. Les expositions et les restaurants. Les restaurants, il y a toujours un nouveau restaurant qui ouvre, que ce soit péruvien, japonais, fusion afro-caribéenne, il y a de tout le temps. J'ai plein de pins sur mon Google que je n'ai pas fait, puisque ça fait 7 ans que je suis là. Et aussi, ça tourne beaucoup. Donc, c'est une économie qui, je pense, est un peu dure pour les business, parce que c'est vrai que ça tourne beaucoup, les loyers sont chers. Mais du coup, il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est vrai que souvent, moi, c'est donc exposition, suivi d'un petit resto, voilà, ou sinon le dimanche un petit brunch. Alors c'est très anglo-saxon, un petit brunch et tu vas te balader dans un parc. Donc ce qui est bien à Londres, c'est que c'est grand et c'est vrai que c'est une très grande ville, mais il y a beaucoup de parcs et surtout en été c'est vraiment génial. Tu te poses là, t'es tranquille. Voilà, moi je dirais les expositions et les restaurants c'est très londonien, quoi, et ça bouge beaucoup, tu découvres tout le temps. T'as vraiment pas le temps. Moi j'ai pas eu le temps d'avoir je sais pas, un coin local auquel je vais tout le temps, quoi. J'en ai plusieurs, mais du coup, il y en a quand même assez nombreux au bout d'un moment.
par exemple, une espèce de petite journée typique, un peu comme de samedi, quoi. Déjà, de commencer avec une petite marche dans un parc, parce qu'il y a beaucoup de parcs à Londres. Là, il commence en plus à faire un petit peu beau, même s'il fait toujours un peu froid. Donc, une bonne petite marche dans un parc. Ensuite, souvent, les Anglais, ils adorent prendre un petit café avec un petit cookie aux graines très hipster sur certains bords, avec un petit café sympa. Ensuite, j'aurais sûrement faire une expo, une petite exposition ou une petite galerie, dans les rues de Londres dans l'après-midi. Et puis pourquoi pas, puisqu'on est quand même en Angleterre, finir dans un pub. Voir une bonne petite pinte de bière ou de vin en fonction des habitudes et voilà, se faire aussi un petit resto, pourquoi pas indien, parce qu'ils sont très très bons ici, pour finir la soirée. Une journée typiquement londonienne, d'après moi. From Fenchurch Street, exit for the Tower of London, Tower Bridge and riverboat services from Tower Pier. Mind the gap between the train and the platform. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un merci tout particulier à Nelly pour cette chouette plongée au cœur de sa vie londonienne et de sa triple culture. Et bien entendu, je vous dis un merci tout spécial à vous aussi pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux ou même sur votre plateforme d'écoute, là ce que vous utilisez tout de suite pour nous écouter, en mettant 5 étoiles et un petit commentaire. Ça nous aide énormément à gagner en visibilité et à mettre en avant le podcast auprès de nouveaux et nouvelles auditrices. Bon, et du coup, la semaine prochaine, on part où ? Écoutons quelques petits indices. Honnêtement, j'ai fait un burn-out. Je le savais pas à l'époque, mais c'est très facile aux États-Unis de trop donner et de faire des grosses journées, des grosses heures. Et j'étais du coup plus du tout satisfait avec mon travail, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, mais voilà, je savais pas ce que c'était, mais j'ai réalisé après que j'étais en burn-out total. Comme je pensais que c'était à cause de mon travail que j'en avais marre, on a difficilement pris la décision que je démissionne et que donc je perds mon visa et forcé de rentrer. Et donc forcément au bout de 2 semaines j'ai fait mais en fait non, je serais pas heureux non plus. J'ai fait une grosse connerie, on n'aurait pas dû partir. Je suis partie en dépit parce que c'était mon rêve américain. Donc je l'ai suivi par amour et au bout de 2 semaines il m'a dit j'ai fait une bêtise, on n'aurait pas dû partir. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de nous retrouver pour un nouvel épisode. En attendant, si vous avez envie d'en savoir plus, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est à peu près partout, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Et si vous souhaitez découvrir de nouvelles histoires d'expatriation, sachez qu'il y a une bonne centaine, presque 150 épisodes qui sont déjà en ligne, donc vous devriez pouvoir trouver votre bonheur en attendant mardi prochain. Allez, je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine également, et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.